Bonjour à toutes et à tous, mes amis de lumière. Et voici notre troisième émission avec Fabrice l'ingénieur. Vous avez compris, c'est le médium et l'ingénieur. On a tellement envie de savoir qu'est-ce qu'il se passe quand nous nous incarnons, quand nous nous réincarnons. Alors, bien évidemment, nous nous réincarnons, je le dis assez, que nous sommes tous et toutes, eh bien, des réincarnés de la lumière. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors oui, bah oui, les réincarnés de la lumière, tu vois, dans mon langage, ça devient simplement des instances de la lumière, des étincelles de cette lumière. Des Alors, étincelles. oui, c'est ça. Alors, on va reparler, on va repartir, on va replanter le décor vite fait. Puis l'idée, c'est d'aller effectivement voir en quoi ça consiste cette incarnation, ce que ça veut Bien dire, ce que sûr. c'est que l'incarnation et ce qu'est aussi la réincarnation. Voilà. Voilà. Alors, nous venons tous, toutes et tous, de la lumière. Donc, nous venons, nous sommes des êtres divins. Mais toi, tu vas nous le raconter à ta façon, comme tu parles d'étincelles, parce que tu as à en dire sur l'incarnation. Avant de parler de réincarnation, faut parler de l'incarnation. Exactement. Alors, je vais repartir de là. J'ai déjà eu ce discours. On a déjà eu le même discours. Rappelle-toi, on a dit qu'on parlait de la même chose finalement. J'ai déjà eu ce discours quand je vous ai présenté finalement ben, le néant. C'était quoi le néant? C'était quoi l'âme? Et donc, on va revenir simplement succinctement là-dessus. C'est-à-dire expliquer que finalement, du néant, ce que toi tu appelles Dieu, naît ce néant, c'est un vide vibratoire qui est finalement l'opposition de deux forces que sont la conscience et l'amour. Ces deux forces viennent du ce que le néant est un paradoxe, comme je l'ai déjà Ouais. dit, c'est-à-dire une opposition conceptuelle entre à la fois le tout et le rien, ce rien, cette nullité qui dit moi je ne suis pas l'infini et qui s'oppose à l'infini, qui dit oui mais moi la seule chose infinie c'est la nullité. Ces deux forces s'opposent en tout point de cet océan de vide, si l'on veut, qui est un océan vibratoire où ça vibre de partout et ça s'oppose, ces deux forces s'opposent frontalement. Si tu te rappelles, j'avais utilisé la métaphore de deux taureaux qui sont corne contre Oui, je corne, me hein, ou rappelle ça peut bien. être deux chevreuils aussi. Voilà. Puis à un moment donné, ça pète, il y a un glissement, et au lieu d'avoir une opposition frontale de ces deux forces, ben, on a une opposition, ils se tournent autour, on a création d'un vortex énergétique, et c'est ce qu'on appelle l'âme. Voilà, la création de l'âme, finalement, l'âme n'est qu'un vortex, c'est-à-dire deux forces qui se tournent autour, comme on le voit d'ailleurs, ces deux forces qui forment le caducée, l'emblème des pharmaciens. Donc voilà, ça c'est pour rappeler finalement bah, une étincelle de Dieu. Moi je dis c'est un point de néant, un point de nullité du néant qui se diffracte à un moment donné. Hein. Il y a l'opposition d'un seul coup, ça pète, il y a diffraction. Donc de là, de cette étincelle du néant va naître une âme, va naître un vortex énergétique fait de deux forces, je le répète, parce que c'est important, c'est les deux forces constitutives de l'âme. L'âme, c'est Mhm. quoi? C'est de la conscience et c'est de l'amour. C'est-à-dire ce qui distingue, ce qui sépare, ce qui permet de mettre en évidence une unicité, et puis ce qui rapproche, ce qui crée du lien, ce qui crée de la cohésion, ce qui permet de manifester l'union. Voilà. Alors, maintenant, il y a différentes formes d'âme. D'ailleurs, là, je vais remettre à l'écran une petite infographie que j'ai créée. Toutes mes infographies, on Oui. rappelle, elles sont disponibles hein, dans les références, sous la vidéo, sur mon site, tout est gratuit. Vous pouvez les retrouver facilement ou vous pouvez même me le demander si vous souhaitez. Donc, on a différentes formes d'âme, c'est-à-dire que ce vortex, hein, cette conscience et Ouais. cet amour là Mhm. qui tournent, qui tournent ensemble, concrètement, bon, ça crée une boule causale, une boule originelle, mais maintenant, ça va prendre différentes formes parce que tu vas Bien me dire sûr. comment une âme, ça devient un arbre, un insecte, un papillon, un moustique, un brin d'herbe, ou bien un humain, ou bien une vache, ou bien un ange, ou bien un être de la nature. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Alors Qu'est-ce ça qui fait le c'est distinguo? ouais, alors ça c'est le parcours de la naissance. On est bien d'accord que on va arriver au parcours de la naissance. C'est-à-dire que on est d'accord On que est à l'origine. voilà, On est à c'est-à-dire l'origine. voilà, c'est-à-dire que l'âme, comme tu dis, comme tu la représentes, finalement, avant de s'incarner ou se réincarner,
si je comprends bien, elle va choisir là où elle va vouloir venir. Enfin, je te laisse continuer. Oui, eh ben, tu es dans l'esprit, c'est ce que je suis. Effectivement, c'est un peu la continuité. On a un vortex énergétique, on a une boule d'énergie énergétique. Allez, je vais le dire avec tes mots à toi. L'étincelle de Dieu, elle devient une petite boule d'énergie. Mais cette boule Mhm. d'énergie, il va falloir qu'elle prenne une forme pour se Oui, dissiper, hein, voilà, pour vivre une expérience énergétique qui est une expérience vibratoire, qui est simplement, comme tout phénomène énergétique, il a besoin de se dissiper. Quand tu as une boule d'énergie qui se forme dans le ciel dans le cadre d'un orage, eh ben, cette boule d'énergie, elle a besoin de se dissiper et puis d'aller rejoindre la Terre. Voilà. C'est la même chose, c'est le principe de dissipation. Alors, il y a plusieurs formes d'âme. Il y a plusieurs formes. Moi, je vais dire qu'il y a des formes simples, les formes qui constituent tout ce qui est la matière, c'est-à-dire un atome, des particules, des molécules, des structures vibratoires élémentaires, des cristaux, des minéraux. Ça, c'est des formes d'âme simples. C'est-à-dire que ce vortex énergétique, là, il prend une forme simple. Un atome, c'est quelque chose de simple, un atome, hein. Euh, une molécule, ça reste assez simple. Des cristaux, des roches, ça n'évolue pas beaucoup. Ce sont ouais, des formes d'âme qui sont simples. Après, il y a des formes d'âme complexes, des formes d'âme complexes avec tout ce qui est le vivant. C'est-à-dire que ces formes d'âme, là, ces boules énergétiques, à un moment donné, elles sont un peu comme un oignon. Il y a des couches concentrées à l'intérieur et il y a un noyau. Et ce noyau, c'est de la matière et c'est de la matière biologique. Et donc, ça constitue un noyau vivant. Donc, on a une boule énergétique simplement qui est très dense en son milieu. Et dans ce milieu, cette matière-là, c'est de la matière biologique. Voilà, ça constitue le vivant. Et donc là, on a des âmes qui ont une forme complexe et qui vont être très complexes dans leur évolution. Sachant que l'évolution d'un arbre ou d'un brin d'herbe, elle est assez différente et un peu moins complexe que l'évolution d'un humain. Voilà. Et puis, il y a des formes évoluées des formes dites évoluées beaucoup plus subtiles. C'est des formes qui ne s'incarnent pas forcément dans la matière, qui ne s'incarnent pas sous une forme de vivant biologique. Ben, on va trouver des anges, des archanges, des êtres de la nature, des entités subtiles ou des âmes qui n'ont plus besoin de passer par l'incarnation et qui ne sont pas encore résolues, qui ne sont pas encore dissipées. Donc là, on a trois catégories. Cette boule initiale, cette forme d'âme initiale, cette boule initiale, elle va prendre soit une forme très 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 simple, soit une forme complexe, qui est la forme du vivant en général, avec un cœur biologique, et une forme éventuellement plus subtile. Donc ça, on a toutes les formes possibles. Alors, tu vas me dire, effectivement, maintenant, oui, mais l'incarnation. L'information, j'y viens parce que justement, l'incarnation, qui dit incarnation, c'est rentrer dans un corps vivant, un corps biologique. Donc, ça veut dire que les âmes, là, ces âmes complexes, elles se constituent en deux phases. La première phase, il y a ce vortex initial dont j'ai parlé, tout simple. Puis à un moment donné, il va falloir constituer un noyau de matière biologique. Et ce noyau-là, finalement, il se reconstitue par la reproduction des corps biologiques. C'est-à-dire qu'il y a deux corps biologiques, toi, moi, une vache, un cochon, deux mouches, qui à un moment donné vont se reproduire et puis il va y avoir un œuf, un fœtus, une graine, etc. Et ça va être un nouveau noyau pour une âme qui est en train de se constituer. Alors, on va ouais, regarder ça dans le détail, hein, ouais. mais si tu veux, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, l'objectif, c'est quoi? L'objectif premier de l'âme, ça reste un objectif de dissipation énergétique, d'harmonisation de besoins énergétiques. Et autrement dit, elle a besoin, elle a des tensions à dissiper, elle a des besoins énergétiques à harmoniser là, d'accord? Qui sont des Mhm. besoins énergétiques qui sont dérivés des polarités originelles. C'est-à-dire que les besoins énergétiques liés à la conscience, eh bien, ce sont tous les besoins d'unicité, de distinction, et les besoins énergétiques liés à l'amour, ce sont tous les besoins d'union et de cohésion. Voilà. Et l'ensemble de ces besoins énergétiques qui vont constituer sa spécificité, sa tonalité énergétique, sa fréquence vibratoire propre.
C'est ça, Mhm. en fin de compte. On reste dans une fréquence vibratoire propre. Selon comment ce point, cette étincelle, comment elle s'est formée au départ, eh bien, les deux forces de la conscience et de l'amour, ils ont une tonalité propre dans cette étincelle-là, qui va être différente que dans l'étincelle d'à côté. Ouais. Ça va Mhm. dire qu'elle aura une fréquence, une signature énergétique spécifique, Mhm. hein, qui va avoir deux polarités. Une partie de cette signature qui va plutôt être de l'ordre de tout ce qui est besoin d'unicité, besoin de distinction, et une partie de la signature énergétique qui va être plutôt de l'ordre de tout ce qui est Alors, besoin d'union, besoin de cohésion. Ça, c'est d'accord. la nature énergétique. Et maintenant, bah, comment on arrive finalement à l'incarnation et c'est ce Alors, que j'ai un petit peu expliqué. Mais justement, on va y revenir en détail et je te laisse poser ta question. ouais, ouais, justement. Donc, on est d'accord que il y a un moment donné, euh, ce que tu appelles ce vortex, ce que tu appelles bon, l'âme, est-ce que l'âme va choisir le corps de sa maman? Est-ce que l'âme va choisir son père et son père? Comment l'âme va choisir son père et sa mère? Parce que Oui, si tout le monde, moi je vais te dire quelque chose. La science, c'est beau, la science, mais si elle était vraiment exacte, par exemple, moi, le premier, je me dirais, bah tiens, bah, ma prochaine vie, je veux être un très, très grand chanteur comme Johnny Hallyday, je veux être un grand, grand footballeur, je veux être vraiment un super, super, super basketteur, et il va falloir que je m'incarne là où on va me donner l'opportunité d'être celui-là. Est-ce que alors est-ce c'est que c'est si exactement ça. facile que ça? Oui, c'est si facile que ça, sauf que, comme tu l'as dit, la science, elle est très, très précise, enfin, très, très précise. Une fois de plus, la science n'est pas à côté de la spiritualité. La spiritualité, c'est la Bien science. La sûr. science, c'est la spiritualité. C'est indissociable. Donc, c'est exactement ce qui va se passer, effectivement, puisque l'âme, sauf qu'elle ne va pas raisonner, je veux être footballeur. Ne faisons pas d'anthropomorphisme. On est face à un phénomène énergétique. L'âme, c'est pas comme Dieu, tu sais, c'est pas le type que tu appelles Hello Dieu, machin. L'incarnation, c'est pas comme on le dit souvent, les âmes se réunissent, alors il y a un groupe, il y a une réunion, tu sais, il y a une belle table, il y a des jus de fruits pour ceux qui veulent, des cafés, il y a un micro devant chaque position. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas le conseil des âges. C'est simplement qu'à un moment donné, vibratoirement, par rapport à cette signature énergétique et ces besoins qui sont des besoins, je répète, des besoins qui découlent de la conscience, des besoins d'unicité ou des besoins qui découlent de l'amour, des besoins de lien, de cohésion. En fonction de l'état de ces besoins, en fonction de leur définition fine, elle va avoir une signature énergétique propre et elle va être attirée par un fœtus issu de parents qui vont correspondre exactement à ce besoin. Alors c'est là exactement l'infographie que je suis en train de vous mettre à l'écran. Donc Que on l'on voit voit, qu'il oui. y a une Que l'on âme. voit. Hmm. On, on voit qu'il y a une âme avec un corps que j'appelle le corps causal. Hein, c'est ce vortex Hmm. originel, cette enveloppe, c'est l'enveloppe de l'âme, c'est l'enveloppe causale, la cause. Hein. Hmm. C'est l'enveloppe originelle de l'âme. Et cette enveloppe, elle a donc des besoins, et puis, alors pour s'incarner, alors pour une toute première âme, on va dire au tout début, parce qu'avant de parler de réincarnation, il faut parler d'incarnation. Donc une âme toute jeune, elle naît avec des besoins, c'est-à-dire la tonalité là, de ces deux forces conscience-amour qui lui sont propres, ces tonalités, ça se traduit en besoin. Et donc ça veut dire qu'elle va avoir besoin, ben, puisque la nature propre de l'énergie, c'est d'avoir à se dissiper, il faut qu'elle satisfasse ses besoins pour pouvoir se dissiper. Hein. La règle, c'est la suivante, les besoins, quand on satisfait ses besoins, on permet la fluidité, on permet à l'énergie de se dissiper. Donc l'âme va avoir besoin de trouver finalement, parce que son but, c'est bien de constituer une âme complète, d'avoir un noyau biologique. Et ben, le noyau biologique, il est créé par deux âmes qui sont déjà incarnées, qui ont du matériel biologique pour pouvoir fabriquer des petits. Donc ces deux parents-là, eux, vont fabriquer un fœtus, mais c'est que biologique, d'accord? Et ce fœtus-là, eh ben, il va avoir un héritage. Ce fœtus-là, il va avoir un héritage qui est à la fois énergétique des deux parents et un héritage
génétique. Énergétique, génétique. Donc, il va avoir à la fois tout l'historique des deux parents et ça va être le meilleur combo des deux parents. Et ce combo-là, il va avoir une résonance. Si vous voyez sur la figure, il y a la signature fréquentielle de la mère. La mère, elle Ouais, a sa propre signature. Ça veut dire que dans ses corps énergétiques à la mère, eh ben, résonne son vécu, résonne ses propres besoins à elle, son propre parcours. Et vous voyez qu'en vert, il y a la signature fréquentielle du père. C'est la même chose. Le ouais, père a son propre vécu avec dans son corps causal à lui, puisque les besoins sont dans ce corps causal, les besoins originels, il a ses besoins à lui. Et il y a le combo des deux. Ce qui fait que le combo des deux, lui, pour l'instant, il n'a pas encore de besoin parce que c'est un fait. Par contre, il a un combo, il est la résultante des deux et il a un patrimoine génétique. Et donc, il va avoir sa propre signature en tant que fœtus. C'est-à-dire que le fœtus, si tu veux, va agir comme un point d'ancrage, comme une balise, qui va dire, voilà, moi, je suis du matériel biologique qui est disponible pour qu'une âme puisse s'incarner. Et pour qu'elle puisse s'incarner, eh ben, il va y avoir simplement une résonance, une attirance entre ces deux fréquences. Vous voyez sur le schéma, la fréquence qui résulte des deux parents du fœtus, elle va être exactement celle qu'il faut pour résonner avec les besoins de l'âme. Et c'est comme ça que va se faire l'incarnation. Et c'est comme ça que tu vas avoir, quand on nous dit toujours les parents idéaux, on a choisi nos parents. Oui, on les a choisis d'une certaine manière, puisque c'est exactement ce qui correspond. Il ne peut pas y avoir mieux en termes de correspondance énergétique par rapport à ce dont on a besoin alors, pour pouvoir s'occuper de nos besoins. je vais faire un lapsus. Moi, je me rappelle d'une chanson de Renaud qui disait on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Je sais plus le titre. Je me rappelle, c'était on C'est pas choisit Renaud, pas c'est ses Maxime Le parents. Forestier. Non, Renaud l'a fait, C'est il a dit Maxime Le aussi. Forestier. Eh On ne ben, choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les bah, trottoirs de Renaud l'a Manille dit pour apprendre à aussi. marcher. C'est ni l'un ni l'autre, je crois que c'est Bernard Lavillier. Ah bah écoute, on va regarder Bon, avec peu nos amis. importe, Peu importe. Alors, peu alors, importe. je suis d'accord. Alors, par rapport, j'ai une question à te poser quand même. Euh, euh, on a parlé de footballeurs, voilà, là, on a parlé de tout ça, donc t'expliques bien sûr à ta façon scientifique ce qui se passe. Et le truc, c'est que, imaginons un futur criminel. Je vais aller comme ça. Il lui faut les parents idéaux finalement pour être le futur criminel, parce qu'il le sait avant. C'est ça que j'arrive pas. Je Mais, décroche, eh ben, non, je décroche. parce qu'il faut raisonner autrement. Parce que par rapport à ses besoins, dire, déjà, il ne sait pas qu'il va être un futur criminel. Il sait juste qu'à un moment donné, là où il en est de ses besoins, c'est quelqu'un qui va avoir à travailler énormément encore, des problèmes d'estime de soi, des problèmes d'humiliation, et admettons des problèmes d'humiliation terribles, des problèmes d'estime de soi terribles, il a. Il va avoir un fœtus eh ben, qui va être issu de parents qui va être de la même manière le combo parfait. C'est-à-dire qu'à un D'accord. moment donné, énergétiquement, ça va s'attirer. Donc le besoin qu'il va avoir le plus à travailler, sur lequel il va avoir travaillé, c'est l'humiliation, la trahison, le problème d'estime de lui. D'accord? Ça, ce sont l'humiliation, la trahison, ce sont des blessures pour travailler le besoin d'estime de soi, pour travailler le besoin d'appartenance, pour les besoins, travailler les besoins d'intégrité et autres. Donc ça résonne comme ça parfaitement. Maintenant, là où ça résonne très bien avec ses besoins, mais là où c'est une résonance parfaite, c'est que l'environnement dans lequel ce fœtus naît, d'un point de vue aussi de la condition sociale, d'un point de vue du pays, d'un point de vue, il y a tout un environnement. On parle de l'épigénétique aujourd'hui. Je ne sais pas si ça Ouais. te parle. L'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur l'activation des gènes. Oui. D'accord? Donc Hmm. ça, c'est quelque chose de très connu, très répandu Ouais. aujourd'hui. C'est encore une science qui va dans le sens du spirituel. Et donc très clairement, ça veut dire que le milieu dans lequel il va naître va être plus ou moins propice au développement de certaines facultés. Hmm. C'est-à-dire que il ne sait pas par avance qu'il va devoir être un criminel. Par contre, ce qu'il sait, c'est qu'il va être, enfin ce qui sait pas, mais enfin ce qui est évident, c'est que il va être dans le milieu idéal pour travailler les problèmes d'humiliation, les problèmes de trahison, etc. Et selon, comme c'est, je te dis, c'est d'une finesse, mais c'est la finesse de la fréquence, c'est de l'ordre du subtil, de 10 puissance moins 35 Hertz, etc. C'est infiniment précis. Le cadre, il est absolument parfait. Et c'est ce qui fait que pour travailler le même besoin
de trahison, d'estime de soi, d'humiliation, etc., il va peut-être devenir un criminel, mais c'est pas dit. C'est pas dit, c'est peut-être que l'étape est, il va, alors déjà, il peut être un criminel, il peut être entre le fait qu'il soit un violeur pédophile et le fait qu'il soit un criminel en collant blanc, tu vois, déjà, c'est par rapport à son vécu, ça va être deux choses très différentes, parce qu'il y a des problèmes aussi liés, si c'est par exemple violeur, pédophile, etc., il y a des problématiques terribles par rapport à son intégrité personnelle, par rapport à des vécus antérieurs, tout ça, ça a une coloration très spécifique qui fait qu'il ne prévoit pas d'avance qu'il va être un footballeur, un homme politique, un simple ouvrier ou un penseur ou un leader ou quoi que ce soit. Non, c'est la tonalité énergétique qui fait qu'il va pouvoir travailler ça au mieux. Comment moi je vais travailler au mieux, par exemple, ma blessure de rejet? Eh ben, en me mettant dans une famille où je serai rejeté dès la naissance par le père. Et ça, pour être rejeté dès la naissance par le père, il faut à un moment donné une alliance parfaite entre une mère qui Ouais, éventuellement est quelqu'un qui a pas d'estime de soi, etc. Un mec qui a plutôt envie de s'amuser, d'utiliser, de jouer avec les femmes, qui font qu'à un moment donné, il va pas tomber forcément sur la bonne, et puis que quand il va la foutre enceinte, bah, il aura qu'une envie, c'est de se barrer. Mais tout ouais. ça, énergétiquement, c'est super bien calibré. Ce qui fait que, mais ça peut être autre chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le même besoin de la blessure de rejet va être peut-être complètement différent. Il peut naître dans une famille aimante de très 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 cathos, etc. Mhm. Sauf qu'ils sont très cathos, mais à un moment donné, ils vont rejeter tous les gens différents. Ils ont beau être très cathos, mais un manque de bol, ça existe aussi, parce que tout existe partout. Et peut-être qu'ils vont rejeter les gens très différents et que lui, il va avoir une particularité physique. Cette particularité physique l'aidera aussi à travailler sur ses besoins d'estime de soi. Donc tout Mhm. ça, c'est exactement parfait, mais je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas exactement écrit en termes le destin est écrit. On fera une émission sur le destin, sur les annales akashiques, sur est-ce que l'avenir est écrit. On fera un truc là-dessus. Ça Ça, demandera c'est largement une ça, émission, oui. Non, mais oui. largement. Est-ce que Mais le là, on en est destin est plus écrit? en, voilà, on est plus sur là où l'âme va s'incarner. Il y a une résonance vibratoire qui est absolument parfaite pour travailler ce qu'il y a à travailler. On est C'est-à-dire, bien si tu as d'accord. besoin de travailler le rejet, tu vas dans une famille, le fœtus hôte, c'est-à-dire le noyau biologique dont tu as besoin en tant qu'âme, il est parfait, il est dans un cadre qui permet de travailler le rejet. Voilà. D'accord. On est Ça, bien d'accord que l'âme qui va s'incarner avait déjà vécu dans un corps physique. Alors, voilà, parce que ça, c'est la grande question. C'est-à-dire, elle va là, j'ai parlé de cas, mais il peut y avoir une âme qui vient de naître avec un vortex qui ne s'est jamais incarné. Pour autant, cette âme-là, j'ai dit, les besoins originels liés de ce vortex conscience et amour, ils sont fonction de la qualité de la diffraction. Soit Mhm. l'étincelle, c'est une grosse étincelle, soit c'est une petite étincelle. Ça veut dire qu'elle a déjà une signature originelle. Bien sûr. D'accord? Avec des besoins originels. Donc, ça sera toujours un besoin qui s'exprimera en termes de besoin d'unicité ou en termes de besoin d'union. Toujours, sous une forme ou sous une autre. Simplement, la première, bah, ça sera le début de son parcours. Et le parcours, bah, tu vas le débuter peut-être par un problème d'intégrité, peut-être par un problème d'expression, par un problème de reconnaissance, un problème de sécurité. On ne sait pas. Mais simplement, la tonalité de cette étincelle originelle, c'est comme un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, il naît comment? Par diffraction de la lumière à travers les nuages. Mais l'arc-en-ciel, tu sais jamais s'il va être, à un moment donné, il va être très beau, ou il va être un peu flou, ou il va avoir trois couleurs, ou il va être exceptionnel avec une gamme de sept couleurs différentes. Tout ça, ça va être fonction de l'environnement, de la diffraction. C'est Ouais. exactement pareil. Une âme nouvelle, elle va naître avec une coloration énergétique, et ben, elle trouvera toujours un fœtus hôte, c'est-à-dire un organe, un noyau biologique hôte qui va lui permettre de commencer à dissiper ses besoins énergétiques, c'est-à-dire en tant qu'humain, on va dire, à travailler sur nos besoins, mais en tant qu'énergétique, on va dire un hôte énergétique, un noyau qui va lui permettre de se dissiper, en tout cas de travailler à ça et d'évoluer vibratoirement. Donc ça, D'accord. c'est Alors, parfaitement raison, c'est très pertinent ce que d'accord. tu dis. Alors, pour les animaux, C'est bien. Il y a une première, et puis après, ça continue jusqu'à la fin, jusqu'à dissolution. Il y a au bout d'une incarnation, on ne sait pas s'il en faut sur 30 000 ans des incarnations ou s'il en faut 12.
selon la nature, quand on est une âme complexe, c'est-à-dire une âme avec toutes ses couches énergétiques et besoin d'un noyau biologique du vivant, c'est une forme de vibratoire, une forme énergétique qui est complexe. Donc il faut que l'expérience, elle puisse se dérouler sur un certain, enfin qu'elle ait le Mhm. temps de se dérouler complètement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de question entre incarnation et réincarnation finalement. La Ouais. réincarnation, c'est juste à un moment donné que le noyau, ce noyau biologique-là, qui est au milieu, eh ben, il n'est pas stable parce que l'expérience de vie fait que la cohésion du corps biologique, elle peut qu'avoir qu'une durée bien définie Mhm. par rapport à l'environnement, par rapport à l'absorption des substances, l'alimentation, l'environnement, la pollution, ce qu'on boit, ce qu'on bouffe, ce qu'on fume, par rapport à notre mental, à notre ego. Notre ego a un impact, notre mental a un impact, et notre émotionnel ont un impact énorme sur le corps humain. On le sait, le décodage biologique, le côté symptôme, l'impact du stress sur le corps, tout ça, ça a un retentissement énorme qui fait qu'à un moment donné, il y a une durée de vie. Ben, il y a une durée de vie, là, ça s'arrête. Dans le corps causal, puisqu'on parle des corps énergétiques, il y a le corps biologique, ce noyau dont j'ai parlé, mais Ouais. au-dessus, ce noyau, il va fabriquer quoi? Parce qu'à la naissance de ce fœtus auquel l'âme est venue se coller, eh ben, il va y avoir même in utero, il va y avoir commencement de constitution d'un corps émotionnel. Le fœtus ressent tout ce qui se passe pendant la grossesse. Donc, il va y avoir création d'un corps voilà, donc création d'un corps émotionnel, création d'un corps mental, la naissance, le fœtus va vivre, etc. À un moment donné, il y aura ce que j'appelle une décohésion, une décohérence du corps biologique. Donc il y a la mort. Les besoins restent au niveau du corps causal. Donc le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, ils se dissolvent énergétiquement. Mais le corps, elle demeure, puisque c'est les besoins, elle n'a pas encore eu le temps de se dissiper, eh bien, elle reste et puis elle va s'accrocher à un autre fœtus. Voilà. Donc, initialement, une âme, elle naît et puis elle va s'accrocher à un fœtus disponible et puis après, elle évolue comme ça, elle se réincarne. Dès lors qu'il y a un noyau qui se dissipe, eh ben, elle va en trouver un autre. D'accord. Et c'est comme ça pour tout le vivant. Même une Mhm. graine, finalement, une plante. Ben, une plante, elle fait une feuille, elle va polliniser, et puis après, il y a des graines qui retombent dans la terre, la plante meurt, et il y a une nouvelle plante qui regerme. C'est pas différent, c'est le même Mhm. principe. Donc c'est toujours qu'à un moment donné, l'âme, elle a besoin de dissiper, c'est un mécanisme simple de dissipation d'énergie. À un moment donné, ces besoins-là, donc ils ont besoin de se dissiper pour dans les formes complexes, parce qu'il n'y a pas que le vivant, je le répète, on a parlé de tout ce qui est en les atomes, les molécules, les cristaux, les minéraux, qui sont bien plus nombreux. Il y a bien plus, rien que dans un humain, tu imagines le nombre de milliards d'atomes qu'il peut y avoir? Donc ces Bien sûr, formes d'âmes-là sont bien plus nombreuses que les nombres d'humains. Alors tu peux bien me dire, ouais, sûr. mais il y a que 8000 humains sur Terre, et si dans le néant, il y a des formes qui se créent, qui ont envie d'être des formes, qui ont des besoins complexes, mais qu'il n'y a pas d'autres. Eh bien, si, il y a toujours un autre, finalement, il y a toujours une manière. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part, parce qu'il ne faut pas raisonner juste simplement avec notre vision terrestre, 8 milliards d'humains. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 8 milliards. Ah non, et encore, je dis des conneries, parce que ça suppose en tout cas un Ouais. nombre limité d'âmes qui. Il y a des morts, effectivement, mais il faut qu'il y ait régulièrement des naissances pour qu'il y ait des corps biologiques qui puissent accueillir les âmes pour pouvoir Mhm. faire les expériences. Et Mhm. ça se fait naturellement. Il y a une régulation naturelle. De toute façon, il faut bien se dire que les âmes humaines sont bien moins nombreuses que les autres. Et comme ce sont des organismes excessivement complexes d'un point de vue énergétique, avec toutes ces couches, eh bien, la nature génère beaucoup plus facilement des âmes de forme simple que des âmes de forme complexe. Voilà. Si je voulais faire un aparté, puisqu'on a dit qu'au départ, il y a une enveloppe qui se crée et donc elle va forcément devoir s'agglutiner à un fœtus existant, on pourrait parler aussi, dire que finalement, comment ça se passe pour les formes simples? Là, il n'y a pas une forme simple, elle a une forme énergétique et puis elle devient éventuellement solide par densification au milieu. Il n'y a pas besoin de reproduction. Ça ne se passe pas comme ça, elle se génère automatiquement. Alors on pourrait dire, oui, mais pourquoi une âme, finalement, elle ne peut pas aussi se générer automatiquement un, un fœtus, puisqu'il y a toutes les formes. D'ailleurs, au passage, je précise que le fait que ce soit une plante, un minéral, une fleur, etc., eh ben, c'est ça qu'on appelle la matrice. C'est-à-dire qu'en fonction de la complexité énergétique de cette âme, ça va correspondre à un moule de forme.
Et ce moule de forme, c'est ce qu'on appelle un champ morphogénétique. C'est-à-dire que ce moule-là, c'est ça la vraie matrice. La vraie matrice, ce n'est pas des égrégores qui nous embrument. C'est ça la vraie matrice, si tu veux. La vraie matrice, ce sont ces fameux champs, ce fameux moule, ces fameux programmes qui permettent justement de dire en fonction de cette vibration, bon ben voilà, elle va prendre telle forme. Et puis ensuite, elle va. Voilà, c'est tout. C'est ce qui fait que ben, une cellule, on sait que les cellules vont s'agglomérer pour former un humain. Un humain, ça a deux pattes, deux jambes, deux bras, deux jambes, un corps, une tête, qu'il faut fabriquer des cellules visuelles qui ont telle forme, etc., etc., etc. C'est un programme, c'est les recettes de cuisine. Voilà. Bon. Donc simplement, je voulais, pour terminer, je veux dire, on pourrait me dire pourquoi une forme complexe d'âme, elle ne peut pas s'auto-générer un noyau biologique, tout comme ben, une forme, un caillou, il se crée tout seul, un atome, il se crée tout seul. Cette forme énergétique évolue, elle se densifie justement en son cœur, le cas échéant. Alors, eh ben, je peux dire que si techniquement, oui, techniquement, d'un point de vue justement purement scientifique, d'un point de vue fréquentiel, on peut imaginer qu'elle le fasse. Et puis, si je le dis, tu vois, ça pourrait même exprimer finalement donc tous les des cas particuliers où il y a finalement naissance d'un corps biologique hors conception par reproduction. Et je connais un type qui est né comme ça. Les initiales, c'est JC. C'est-à-dire? Jésus-Christ. Ah, d'accord. OK. On peut, voilà, on peut tout à fait aller. Là, c'est faire une extrapolation à partir de données scientifiques, c'est dire qu'à partir de moment, d'ailleurs, c'est un peu l'esprit du clonage, de dire qu'on peut imaginer qu'effectivement, il y a une âme qui a un niveau de fréquence tel qu'elle peut être capable, à un moment donné, de générer un corps biologique en s'immisçant dans le processus de la reproduction et par clonage éventuel, puisqu'elle est capable d'aller récupérer des cellules souches d'un compagnon, puisqu'il faut deux genres, hein, jusqu'à preuve du contraire. Là aussi, ça Alors, cloue le bec à tous les wokistes. Il faut la loi universelle, c'est qu'il y a deux genres différents, deux ouais. polarités opposées. Hein. Avec une Mhm. même, même dans Ouais. la nature, on ne peut pas créer. Alors, Bon, voilà. Voilà, on a vu un peu processus d'incarnation, réincarnation. Est-ce que c'est plus clair pour toi déjà? bah, c'est clair, c'est toujours clair. Mais donc, ça veut dire, quand on parle qu'une âme pourrait, je veux dire, dévier tout ce processus, finalement, il n'y a qu'un Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu. Alors, D'où vient que non, Jésus-Christ est Dieu? confonds pas. Ah oui, oui, attention, confonds pas. Justement, là, si on rentre dans la minute purement spirituelle, confonds pas. Jésus-Christ, c'est pas Dieu. Pas du tout. Jésus-Christ était un humain jusqu'à preuve du contraire. Un Ouais, humain, par contre, avec un niveau fréquentiel, c'est-à-dire un niveau d'éveil, un niveau de conscience tellement supérieur, qu'il avait une capacité. Après, on peut parler aussi des miracles, on peut parler, mais là aussi, ça serait toute une émission sur la matière, sur la capacité éventuellement à faire de la téléportation, sur la capacité à faire de la bilocation. Ou c'est-à-dire de transformer, de faire de la projection psychique ou de la projection de forme. Ça, c'est ouais, quelque chose. Et c'est pour ça que moi, tous les miracles de Jésus, j'ai aucun souci, je sais l'expliquer. On sait expliquer la téléportation, en tout cas sur le principe, même si ça reste des embryons d'expérience. On sait expliquer éventuellement toutes les projections, c'est la gestion des hologrammes. On sait gérer un hologramme purement visuel, mais on peut imaginer que Jésus, à un moment donné, est un hologramme avec, au niveau sensoriel. Enfin, Donc, voilà. Je vais simplement finir par un exemple. Je vais dire que finalement, je vais vous le mettre à l'écran, une autre infographie que j'ai faite. Finalement, le parcours de l'âme, alors c'est la méta. on le voit là à l'écran. Eh bien, c'est la métaphore pour moi de quoi? Ben, d'une lampe de poche, une lampe de poche moderne, ou un circuit électrique de type résistance condensateur. Mais même si vous n'y entendez rien du tout en électricité, restez sur le fait que finalement, l'âme, c'est l'énergie. C'est finalement quoi? C'est l'énergie de base, tu vois, ça serait un peu la pile. Et ensuite, le corps physique, le corps, là, tout le corpus de la lampe, eh bien, c'est le corps, avec le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Et puis la lumière, c'est la vie. Voilà. Alors vous avez simplement la loupiote là, qui fait office de vie. Vous avez le régulateur de tension, qui est le petit circuit intermédiaire entre la pile et la LED. Et finalement, on n'est que ça. On n'est que des systèmes de dissipation d'énergie puisque l'âme, c'est un système énergétique global avec des besoins énergétiques globaux. Ces besoins énergétiques globaux, ils vont se décliner pour nous en besoins fondamentaux, hein, tout simplement, et on doit concourir à la dissipation. Donc, retenez que nous, finalement, on n'est que finalement une lampe de poche, voilà. On a de la vie, puis à un moment donné, on n'a plus de vie. Alors pourquoi on n'a plus de vie?
C'est là où ça devient intéressant, la métaphore, pour être dans la continuité de ce que j'ai dit. C'est pas forcément parce qu'il n'y a plus d'énergie dans la pile. Oui, ça peut être le cas à la fin de la vie de l'âme, puisqu'on a dit à la fin, toute l'énergie c'est complètement dissipée. C'est le but de l'âme, c'est un phénomène énergétique qui doit se dissiper. C'est très bien. Donc à la fin, quand il sera totalement dissipé, ben, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de lumière dans la... Mais il y a une autre raison pour laquelle il peut ne plus y avoir de lumière dans la lampe. C'est s'il y a une merdouille au niveau de ce régulateur qui est au milieu, le régulateur de tension. Et alors, c'est ce que j'explique un peu plus détaillé pour ceux qui veulent un peu plus aller dans l'analogie avec le circuit RC, c'est-à-dire que vous avez l'esprit, ben, c'est la source d'énergie, c'est l'alimentation. Et puis vous avez l'âme. L'âme, c'est quoi? Ben, faut le voir comme toute une batterie de condensateur ou une batterie ou une suite de batteries qu'on met en parallèle. Hein. On alimente une suite de batteries, on enlève l'alimentation et on laisse les batteries se décharger à travers des résistances vers une ampoule pour allumer une ampoule. Mhm. C'est pas compliqué, même si on n'entend rien, pas trop à l'électricité. Une suite de batteries, des résistances et une ampoule. Et bien, vous voyez que chaque condensateur, chaque batterie va correspondre à un besoin. Et à un moment donné, ben, nous, par notre ego, on a des résistances variables. D'ailleurs, on le dit souvent, j'accueille ou je résiste. Donc nous, par rapport à la vie qui se déroule, par rapport à cette énergie qui s'écoule en nous, on a des résistances variables qui font que ben, on a des croyances, on a des conditionnements, on a des systèmes de compensation. Et puis à un moment donné, donc on va permettre plus ou moins à nos besoins d'être satisfaits, c'est-à-dire on va permettre plus ou moins à l'énergie de s'écouler, l'énergie qui va venir ben, du besoin de sécurité, du besoin d'amour, du besoin d'estime de soi, du besoin d'expression, du besoin X. Voilà. Et donc, ben, la lampe, pourquoi elle s'éteint à un moment donné alors qu'il y a encore il y a encore de l'alimentation dans les batteries, elles ne sont pas déchargées? Ben, c'est quand nos résistances, elles sont trop grandes. À un moment donné, l'analogie avec un système électrique, c'est qu'on peut imaginer que quand la résistance, elle est trop grande, eh ben, il n'y a plus d'intensité qui passe. Du coup, il n'y a plus de lumière. Donc, Ok. et ça, c'est un phénomène électrique de base. Quand tu mets trop de Mhm. résistance, tu n'as plus d'intensité, donc tu n'as plus de lumière. Donc là, et là, ça s'éteint. Donc là, quand ça s'éteint, on va dire c'est le synonyme de la mort. Bah, il faut réinitialiser toutes les résistances, les remettre à zéro. C'est ce qui fait quand on change de corps. Quand tu changes de corps, tu vas dans un nouveau fœtus, le bébé qui naît, il n'a pas de conditionnement, il n'a pas de croyance, il n'a pas de compensation. C'est tout neuf. Pour autant, il a des besoins qu'il a hérités énergétiquement de par l'âme qui est venue se greffer sur le fœtus y compris par héritage énergétique et génétique de ses parents. Voilà. Donc, c'est une analogie assez simple pour comprendre comment tout ça se déroule. Est-ce que j'ai pas été trop embrouillant cette fois? Non, pas du tout. Pas Est-ce du que je tout. t'ai apporté des lumières, c'est le cas de le dire, Bah, tu sur m'apportes. comment ça fonctionne, cette incarnation et cette réincarnation? Est-ce que c'est clair pour toi? Bah écoute, de toute façon, tout est clair. Maintenant, c'est à nos amis je veux dire, téléspectateurs d'essayer de comprendre, de faire leur choix, de comprendre vraiment. Mais c'est clair. C'est finalement quand on parle, on est finalement des piles électriques. Ce que tu disais en dernier, des piles, enfin pas électriques, mais des Des lampes piles, de poche, on est des des lampes de lampes de poche, la poche. Voilà, pile. voilà, Effectivement, voilà, la pile, c'est l'âme. Effectivement, la pile, c'est voilà, l'âme. voilà, On est des piles et on est voilà, des piles qui demandent à se décharger. Voilà, parce voilà. que c'est naturel, parce qu'une batterie ou une pile, un stock Voilà. de piles, tu l'achètes, tu le laisses 10 ans, il marche plus. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris. Alors justement, mon cher Fabrice, on va demander à Sandrine, bien sûr, de voir ce qu'elle en pense. Tu sais qu'il est Ah, quand comme même. d'habitude, elle nous donnera son avis. Alors, je crois que le truc, c'est pas d'être d'accord ou de pas être d'accord, parce que c'est juste dire est-ce que ça me parle ou est-ce que ça me parle pas finalement. Je crois que c'est ça l'enjeu quand on fait un petit peu cet exercice, c'est de dire aux gens est-ce que ça parle ou pas. Et lors de la prochaine émission que je te propose, avant de laisser la parole à Sandrine, eh bien, Ouais, c'est que puisqu'on a vu qu'on a tous ces besoins qui se traduisent de manière énergétique, qui viennent des besoins liés à la conscience, des besoins d'unité, c'est-à-dire d'unicité, des besoins d'exprimer son individualité ou des besoins liés à l'amour, des besoins d'appartenance, des besoins de cohésion, des besoins d'amour, etc. Eh bien, en fonction de ça,
comment ça se traduit, puisque ça, c'est énergétiquement, ça a besoin de se dissiper, comment ça se traduit dans nos vies, comment on est nous-mêmes un système qui polarise, qui a une polarité énergétique, et donc de parler de cette polarité énergétique, de la satisfaction de nos besoins et de la loi d'attraction. Ça, Et c'est là, je sais qu'on important. va faire plaisir à certains. Ah, ça, c'est super. C'est le super programme pour la semaine prochaine. Donc, si je comprends bien, mon cher Fabrice. Voilà. Eh ben, c'est génial. Dans tous les cas, merci à toutes et à tous, amis téléspectateurs, amis de lumière. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous, je veux dire, vous êtes d'accord avec Fabrice, vous n'êtes pas d'accord, vous avez vos propres pensées, j'ai les miennes, Fabrice a les siennes, mais on peut écouter parce que ce que dit Fabrice, eh bien, a comme une grande résonance avec, c'est vrai, avec tout ce qui est euh, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est également, on va dire, croyance. Et c'est une grande résonance aussi. La science, finalement, oui, comme je disais la semaine dernière, quand Moïse a dit à Josué, Dieu est une science et je veux la connaître. Incroyable, incroyable. Pour les personnes Ah qui ben, n'étaient pas là, on s'y la, emploie. voilà, là, c'est pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière. C'est vrai que c'est une phrase de Moïse qui m'a toujours interpellé. Je veux savoir quelle est cette science qui brûle là-haut sur la montagne, donc sur le Sinaï. Ce sera le mot de la fin. Merci Fabrice. On va retrouver maintenant Sandrine pour sa petite rubrique et j'espère qu'elle ne va pas être trop méchante avec nous. Mais non, c'est pas le genre de la maison. Allez, Fabrice, en tout cas, la semaine Allez, à prochaine. bientôt, à la semaine Et, prochaine. Bye. et je le redis, amis internautes, vraiment, bah, partagez cette vidéo, mettez le petit pouce. Ça nous fera vraiment plaisir parce que Fabrice fait un travail remarquable hein, au niveau de la Bah, c'est-à-dire science. que ça demande énormément, on croyait bien que ça nous demande beaucoup de travail, Ah non, beaucoup mais c'est sûr. d'énergie, ça nous demande des heures de travail, de préparation, de pédagogie, Alors, etc. Donc, si ça vous parle pas, on a le droit de dire que ça nous parle pas, tout à fait. c'est tout à fait. Maintenant, dire je suis pas comme ça, c'est pas d'accord, c'est déjà moins constructif. Bon, Et c'est pas ce que nous, on a envie. alors, il y a quand même quelque chose que je veux dire et j'espère que rien que pour ça, mes amis de lumière, vous pouvez partager, c'est que tu sais, j'aime mieux t'entendre toi que d'entendre toutes les bêtises, toutes les conneries que l'on entend sur beaucoup de réseaux sociaux, de vidéos YouTube, ou alors même sur des médias mainstream, où c'est vrai de faire la Star Academy, de chanter, c'est bien, certes, mais on n'apprend rien du tout. On ne fait que d'abrutir les personnes. Avec toi, au moins, on essaie de comprendre. Puis ça dépend, ça tombe bien parce que comme je suis nul en chant, tu vois, autant que je m'exprime autrement, quoi. La Allez, métaphysique, je suis déjà un poil plus à l'aise. allez, fais-nous une petite chanson de Johnny Ah Hallyday. non, je te laisse préparer ça pour la prochaine, pour la semaine Alors attends, prochaine, tu pourras démarrer. euh, si, euh, si, c'était ça. On choisit pas ses copains, sa famille. Il y a un monstre, mine de rien, qui a marié ma frangine. Depuis, faut faire avec. Mais c'est ça, un Mon sacré beauf. mon beauf. Voilà la chanson qui parle, on choisit pas sa famille. Donc, C'était bien on a, Renaud. alors, on a évoqué celui-là parce que moi, c'était, alors je sais plus si c'est Forestier ou Lavilliers, mais on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas les trottoirs de Manille pour apprendre à marcher. Alors, c'est Et ça, Lavilliers, c'est ça. Lavilliers. Voilà, Je crois que c'est voilà, Lavilliers. Ouais, ouais. voilà. Donc, vous avez vu que indirectement, l'âme, quand même, énergétiquement, on choisit tout ça. Eh Voilà, ben ça voilà, sera le mot de la allez, fin. c'est le mot de la fin. En tout cas, c'est super sympa. Merci Fabrice, à la semaine prochaine. C'est à Merci à toi, toi. Allez, Sandrine, c'est à toi. La réincarnation, voilà un sujet fort intéressant, Laurent et Fabrice. Eh bien, moi, je vais vous parler d'une expérience concrète concernant ce sujet qui amène effectivement à de nombreux questionnements. Voilà, en 2013, j'avais donc trois petits chiens qui s'appelaient Célia, Diego et Pepito. Et puis, évidemment, avec l'âge et tout, eh bien, il y en a deux qui sont partis cette année-là. Donc Célia au mois de juillet et Diego l'a suivi immédiatement après, un mois quasiment après. Et puis Pepito est venu avec moi et il m'a accompagné jusqu'au mois d'octobre de l'année dernière. Écoutez bien les détails parce que c'est quand même assez important tout ce que je vais dire.
Et puis, ce fut un déchirement pour moi, évidemment, quand ils sont partis, autant pour Célia que pour Diego. Avec Diego, j'avais un lien assez particulier. Je pense que c'est un lien qu'on peut guère expliquer, un lien assez fusionnel. Et donc, c'était un chien auquel je tenais énormément et j'ai eu énormément de peine quand il est parti. Et puis, les années ont passé et en 2020, mes parents ayant perdu leur autre chienne ont décidé de prendre un chien. Et ils n'ont pas choisi n'importe quel chien, puisqu'ils ont choisi de sauver un chien de race Beagle, qui sont aujourd'hui utilisés dans les laboratoires d'expérimentation animale, et qui sont donc recueillis par une association qui ensuite les met à l'adoption. Et donc la première chienne à arriver en 2020 était déjà baptisée, et elle s'appelait Cerise. Et elle s'appelle toujours Cerise. Déjà, on peut voir la concordance entre Célia, Cerise, il y a déjà une résonance. Et donc, cette chienne étant extrêmement traumatisée, ce fut assez dur au début de pouvoir la mettre à l'aise et tout, etc. Et puis, mes parents étaient en contact avec une dame de la même région qui avait aussi adopté un chien de l'association. Et puis, en fait, cette dame a eu des problèmes dans sa famille et elle ne pouvait plus garder cette chienne. Et en attendant, eh bien, mes parents s'étaient proposés de la récupérer. Il faut savoir qu'avant que je voie cette chienne, j'avais rêvé à peu près une semaine avant d'elle, sans savoir son existence. C'est-à-dire que je voyais un chien qui était effectivement elle, et puis d'une dame. Et le jour où cette dame est arrivée et a amené donc celle qui va s'appeler Jinko chez mes parents, je lui ai dit à cette dame, c'est bizarre, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Elle me dit, bah écoutez, moi je sais pas, mais en fait je l'avais jamais vue. Mais si, parce que c'était dans mon inconscient au niveau du rêve. Parce que cette chienne n'est pas n'importe quelle chienne. Et donc, eh bien finalement, cette chienne est restée chez mes parents. Elle n'a pas été adoptée ailleurs puisqu'elle s'est attachée à Cerise et tout de suite il y a eu un lien qui s'est créé. Et cette chienne donc s'appelait Kiko. Et j'avais décidé de la rebaptiser Jinko. Et là c'est pareil, on voit le lien entre Diego et Jinko, il y a quand même aussi une consonance. Et c'est assez dingue parce que ces deux chiennes ont des caractères complètement différents, mais pourtant qui me rappellent énormément à la fois Célia et Diego. Et avec mon petit chien Pépito, c'est pareil. C'est comme si il les avait toujours connus. Toujours, ça a été instantané. Et ce qui est fou, c'est que Cerise avait le même comportement que Célia avait avec Pépito, et Jinko avait le même comportement que Diego avait avec Pépito. Incroyable. Et ils étaient extrêmement fusionnels, comme avec Célia et Diego. Jinko avait un lien extrêmement fusionnel aussi avec Pépito, et elle l'accompagnait jusqu'au bout. Tout ça pour dire que je pense clairement qu'il y a des animaux aussi qui se réincarnent, qui reviennent, et souvent, et c'est assez fou parce que je le remarque de plus en plus, mais souvent, quand je regarde Cerise, et des fois je l'appelle même Célia, elle a par moments une fulgurance de regard où je reconnais exactement le regard de Célia. Et la même chose pour Jinko, qui elle se comporte aussi des fois comme un mâle. On dirait qu'elle n'est pas très bien positionnée et elle me rappelle dans son comportement, dans ses façons de faire, exactement Diego. C'est assez incroyable comment la vie est faite et je pense que là, clairement, on est dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à la réincarnation.